Bonsoir à tous, bienvenue à cette troisième édition du Paris Airflow Meetup. On est très content ici de l'accueillir au Bon Coin. C'est un outil qu'on utilise beaucoup, en particulier dans la data. Je suis Nicolas Gopaillé, je suis lead dev data au Bon Coin. Et je vais vous présenter un peu ce qu'on va voir ce soir. Dans un premier temps, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on fait au Bon Coin à la data. Très brièvement, il y en a pour 2-3 minutes. Et après, on aura Hugo qui va nous parler de ce qu'il a fait à la BNP avec Sicara. Et ensuite, Russell qui va nous présenter la solution Cubol, qui pourra détailler beaucoup plus que moi tout à l'heure. Et après, on aura un petit dîner qui se fera là-bas. Et on devra évacuer les locaux à 22h maximum. Donc, le Bon Coin, j'ai rarement besoin de le présenter, hein, tout le monde le connaît à peu près. Ce qu'on néglige souvent de voir, c'est derrière la machine, il y a quand même un énorme trafic. Il y a des chiffres très importants, c'est 28,1 millions de visiteurs uniques mensuels. C'est assez colossal. Et au final, on a un stock d'annonces en ligne à tout moment qui est d'à peu près 27 millions, plus 28 millions maintenant en fait. Et ça, c'est juste les annonces en ligne. À ceci, on ajoute tout le stock d'annonces qui ont été publiées depuis le début de l'historique. On dépasse largement le milliard d'annonces qui sont stockées, analysées avec leurs stats, etc. Et ça représente un volume de données colossal. On en a 800 000 rien qu'en dépôt tous les jours. On est une boîte qui fait des annonces généralistes. On n'a pas un vertical en particulier qu'on met en avant. Du coup, il faut qu'on sache gérer les complexités de tous ces verticaux, que ce soit l'immobilier, l'auto ou la mode, les DVD et ce genre de produits. Chacun a ses spécificités. Et tout ça, ça représente un volume de données assez conséquent. On a un data lake qui approche du pétaoctet, voire même qui l'a probablement dépassé au moment où je suis en train de parler. Pour analyser toutes ces données qu'on génère, que le trafic du Bon Coin génère, on a une équipe data qui est composée d'une trentaine de personnes en tout. Cette équipe data, elle est organisée complètement détachée de la DSI du Bon Coin. Elle travaille bien sûr en partenariat avec elle, mais elle est rattachée ni au produit, ni à la DSI, ni au marketing. Elle est autonome et elle est transverse. Et elle est découpée en 5 pôles. Le pôle data engineering, qui c'est celui qui nous intéresse le plus, qui retient la BI, ce qui nous intéresse le plus ce soir, mais qui consolide aussi bien la BI que la data engineering plus précisément, et auquel j'appartiens du coup. Le pôle data privacy et le pôle data quality, qui eux vont s'occuper plus de s'assurer que les processus métiers qu'on met en place au Bon Coin autour de la donnée ou autour des utilisateurs respectent leur vie privée, et que la qualité de la donnée qu'on ingère et qu'on restitue nous permet de prendre des bonnes décisions parce qu'elle est satisfaisante. Et enfin, on a des équipes spécialisées dans l'insight qui vont s'occuper d'analyse plus métier ou de processus de data science, de machine learning exploratoire, beaucoup plus sur des problématiques précises du métier, autour des métiers du Bon Coin. Au niveau de la stack technique qu'on utilise dans le data engineering au Bon Coin, on a tout ça, mais on est très preneur de Airflow. Ça nous a bien aidé, ça fait à peu près presque 4 ans qu'on l'utilise maintenant, et on est plutôt satisfait. On progresse constamment, et le produit lui-même progresse au fil de l'eau, et on a réussi à l'intégrer avec à peu près toutes les solutions qu'on a. On est très satisfait, et c'est pour ça qu'on est très motivé par cette contribution avec le Meetup Paris Airflow. Je vous embête pas plus longtemps, je vais laisser la main tout de suite à Hugo, qui va vous parler de ce qu'il a fait pour la BNP. Si jamais vous voulez des infos sur nous ou sur ce qu'on fait au niveau technique, parce qu'il n'y a pas que la data au Bon Coin, on a un blog technique dédié qui parlera aussi de toutes les technologies qui sont derrière la stack back-end du Bon Coin. Je te laisse la main, Hugo. Bon bonsoir à tous. Ce soir, j'aimerais vous faire part d'un retour d'expérience sur la mise en place d'Airflow
pour orchestrer le data lake d'un de nos clients qui est une grande banque française. Donc je m'appelle Hugo Lim, je suis lead data scientist à Sicara. Et Sicara, qui on est? Alors on est une start-up spécialisée dans la data. Donc on a maintenant 2 ans et demi, on est un peu plus de 35 Sicariotes et on fait partie du startup studio M33, dont fait partie aussi Théodo qui fait du développement web, que vous connaissez peut-être. Et alors qu'est-ce qu'on fait? On fait des projets de data science de manière assez générale. On a développé une expertise en computer vision, mais on fait aussi du data engineering, comme le projet dont je vais parler ce soir, du NLP, des time series et tout ce qui tourne autour de la data. Alors de quoi je vais vous parler? Je vais d'abord expliquer un peu le contexte du projet dans lequel on a utilisé Airflow. Ensuite, je reviendrai sur la façon dont nous on utilise Airflow. Finalement, c'est un outil qui est assez polyvalent et a pas mal de manières de l'utiliser différentes. Et je vais expliquer un peu nous la philosophie qu'on a de l'outil. Enfin, je reviendrai sur un des problèmes, un des plus gros challenges de notre projet, qui était de gérer beaucoup d'environnements différents avec beaucoup d'Airflow qui tournaient, qu'il fallait gérer. Et enfin, je reviendrai rapidement sur l'utilisation des plugins qui permettent de rajouter des fonctionnalités à Airflow. Donc, le projet, dans sa globalité, en fait, c'est de créer un data lake on-premise dont le but, c'est de centraliser l'ensemble des données de la branche de la banque et de la mettre à disposition de projets IT à travers des API REST, des connexions ODBC et aussi des exports Tableau. Au niveau de la stack technique du Data Lake, c'est un cluster Mapper. Donc Mapper, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une distribution Hadoop qui fournit, une distribution commerciale qui fournit pas mal d'outils data. Donc on a un file system, on a Hive qu'on utilise aussi pour le warehouse. Donc quelques chiffres. Pour l'instant, on a une centaine de flux de données que l'on traite et qu'on met à disposition. C'est pas un volume très important. Pour l'instant, c'est une dizaine de gigas par jour, mais ça a vocation à grossir assez rapidement. Et notre objectif, c'est d'accueillir une dizaine de projets IT qui vont venir déposer et récupérer de la donnée dans le data lake. Et donc nous, là-dedans, en fait, Sicara, on est intervenu sur un sous-projet qui est d'orchestrer ce data lake. Donc, en quoi ça consiste? C'est les tâches, c'est essentiellement un pipeline assez classique, extract, load, transform. On utilise donc aussi, nous aussi, Spark à travers PySpark, puisqu'on fait surtout du Python. Et on a aussi des tâches d'administration, de nettoyage pour resetter des tables, mettre à jour des vues, nettoyer des logs. Et donc c'est ces tâches qu'on voulait orchestrer avec un orchestrateur. Pourquoi on avait besoin d'un orchestrateur? Alors nous, c'est pas forcément la raison habituelle. La raison, c'est que nos workflows, ils sont gérés par une équipe support. L'équipe support, c'est quoi? C'est une équipe qui doit s'assurer que tous les jours, les workflows tournent correctement. Si jamais il y a des problèmes, elle est capable d'investiguer et de résoudre pas mal de problèmes assez courants, comme par exemple un flux de fichiers qui a changé de format, plus les mêmes données, et est capable de mettre à jour ces données. Et en fait, la banque, si on travaille dans une banque, donc il y a des règles de sécurité assez strictes et interdit à cette équipe de se connecter directement sur les machines. Donc elle ne pouvait pas monitorer les workflows correctement. Donc on avait besoin d'un outil qui permette de gérer à travers une interface web ces workflows. Bon, après, il y avait d'autres raisons qui font que c'est vraiment utile d'avoir un orchestrateur. On s'est rendu compte aussi au fur et à mesure. C'est qu'avant, les tâches, c'était des tâches cron. Donc le workflow, c'était essentiellement un script bash, c'est un peu schématique, mais avec une suite de commandes lancées en bash. Et ça, c'était pas du tout scalable. Pourquoi? Parce que ça permet pas de faire des workflows complexes, de paralyser les tâches, de faire de la gestion d'erreurs particulière. Enfin, c'est possible, hein, mais c'est quand même très compliqué. Et un autre problème, c'est en cas d'erreur, faire de la reprise sur erreur, c'est très complexe. Enfin, c'est très complexe, c'est un enfer, parce que on doit copier-coller toutes les commandes qui avaient échoué et les réexécuter une par une jusqu'à la fin du script. Et une autre raison que j'ai découvert lors du projet, c'est qu'il y a des tâches d'administration, donc des commandes particulières pour faire du nettoyage, qui en fait sont documentées nulle part.
Une fois, pour la petite anecdote, j'ai eu besoin d'avoir à mettre à jour une vue, donc je suis allé voir l'équipe support, je leur ai demandé, et là, je les ai vus ouvrir Notepad++, donc, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un éditeur sur Windows, et en fait, c'est une feature qui est assez sympa, c'est que si on quitte l'éditeur et qu'on le rallume, en fait, les onglets qui n'ont pas été sauvegardés sont toujours là, et donc j'ai vu la personne ouvrir l'onglet numéro 62 non sauvegardé et copier-coller la commande à exécuter. Donc là, je me suis dit que ça serait quand même bien que ces commandes soient committées quelque part. Alors, pourquoi nous on a choisi Apache Airflow? La raison principale, c'est que c'est du Python, c'est codé en Python et les workflows on les code en Python. Et notre équipe, c'était le langage qu'elle connaissait. Et donc ça évitait de réapprendre notre langage en Java, il y a des orchestrateurs en Java. Et il y a une interface web qui est plutôt sympa, qu'on peut faire, qui est assez facile à utiliser. C'est open source et il y a une communauté très active. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à rejoindre le Slack Airflow. Il y a pas mal de channels d'entraide et de news qui sont importants. Alors nous, comment on utilise Airflow? Donc c'est un peu particulier. Donc, ce qu'on voulait, c'est se baser sur l'existant et ne pas avoir trop à le toucher. Donc l'existant, c'est quoi? C'est notre cluster dont je parlais avant, cluster mapper. Et on a des edge nodes, c'est des serveurs Red Hat sur lesquels tournent du Python et qui lancent des jobs Spark. Et nous, ce qu'on a fait, c'est on a installé Airflow en dehors de tout ça, complètement à l'extérieur. Et la seule chose que Airflow fait, c'est se connecter en SSH sur ces edge nodes et lancer des commandes bash pour exécuter ces scripts. Et on a deux edge nodes et on a un load balancer qui font que les connexions SSH arrivent une fois sur l'un, une fois sur l'autre pour load balancing. Et on utilise aussi des sensors qui permettent à Airflow d'aller voir l'état du cluster pour savoir s'il y a des tâches à relancer ou non. Donc on a pris le parti d'utiliser que des SSH opérateurs. Donc tous nos opérateurs en fait dérivent de ça et Airflow fait que se connecter en SSH pour lancer des commandes bash. Le code Python en fait est déployé sur des modules sur le edge node et il n'est pas intégré dans Airflow. Alors pourquoi on a fait ça? C'est ça nous permet d'avoir une séparation très claire entre l'orchestration et l'exécution. Donc quand il y a des bugs, on a les bugs d'Airflow qui arrivent sur Airflow, les bugs des scripts Python qui sont gérés dans les modules et qui sont envoyés sur Kibana nous pour les agréger. Et on peut en fait travailler à la fois sur les modules ou sur Airflow de manière complètement indépendante. Si on veut déployer un nouveau module, on peut le déployer sur notre edge node sans avoir à redéployer Airflow dans son intégralité, enfin redéployer les DAG. Et on n'a pas besoin de migrer nos modules à l'intérieur d'Airflow et d'être dépendant par exemple de la version de Python qui tourne avec Airflow. Ça nous permet du coup d'avoir un code sur Airflow qui est très léger puisque la seule chose qu'on a c'est la définition des workflows et des services qui ne font que interpoler des chaînes de caractères pour générer des commandes de bash à déclencher. Et enfin, ça nous permet d'avoir une architecture Airflow qui est très simple. On a un seul node Airflow. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la charge le workload en fait est sur les edge nodes, c'est là où tournent les scripts Python. Et Airflow fait que nous se connecter en SSH, donc on n'a pas une charge élevée sur ce node-là. Rapidement sur les types de DAG qu'on a, nous on a un DAG principal de LT en fait, qui tourne en continu, donc un extract transform et un retrigger DAG qui relance l'extract. Et ça nous permet d'ingérer les fichiers qui arrivent en permanence. Dès qu'il y a de nouveaux fichiers, ils sont à gérer dans la chaîne. En plus de ça, on a des DAG unitaires avec des tâches uniques qui nous permettent de débugger si on veut à un moment relancer une seule tâche en particulier. Et on a aussi des DAG unitaires pour des tâches d'administration. Cette fois-ci, les commandes sont committées du coup dans le code. Pour, je disais, nettoyer les logs, c'est un exemple. On reset des tables Hive, on met à jour des vues, ce genre de choses. Comme j'expliquais, un des gros challenges du projet, c'était de gérer un grand nombre d'environnements différents. Donc au début, on a fait un POC d'Airflow sur un environnement sur l'environnement de développement de la banque. Une fois que ça marchait, on est passé sur l'environnement d'intégration
Ça, c'est l'environnement où en fait le product owner valide les features qui sont développées, les nouveaux workflows, de nouvelles fonctionnalités. À la suite de ça, on est passé sur l'environnement de staging, donc en troisième Airflow, où cette fois-ci, on a vraiment de la volumétrie de données et des projets IT qui vont utiliser nos données et la production. Donc là, on avait déjà 4 Airflow. En plus de ça, nous, on n'a jamais réussi à installer Airflow sur nos ordinateurs Windows. Je ne sais pas si c'est un problème très courant. Mais ce qui veut dire qu'on avait aussi plusieurs serveurs sur lesquels on avait des Airflow qui tournaient par data scientist. Et un jour, il a été décidé de faire une migration entre notre fournisseur de cluster pour le passer sur un cluster B. Et il faut savoir que ce genre de migration, ça prend pas mal de temps dans les banques, c'est à l'échelle de plusieurs mois. Donc en parallèle, on avait à gérer donc 2 fois plus de Airflow entre le fournisseur A et le fournisseur B. Et là, comme la migration, ça se passait pas forcément très bien parce qu'il n'y avait pas les mêmes contraintes entre le fournisseur A et le fournisseur B, et qu'on n'avait pas beaucoup d'accès justement sur les machines sur le fournisseur B, je dis que ça serait bien, pour simplifier la migration, de passer en architecture cible, toujours sur le fournisseur A, et donc on a dupliqué en fait les Airflow et tous les clusters sur le fournisseur A, mais avec une nouvelle architecture. Donc là, ça fait beaucoup d'Airflow, voilà. Et ça fait beaucoup d'Airflow à gérer pour 2 personnes. Alors du coup, comment on s'y est pris pour pas que ça nous prenne trop de temps? On s'est basé sur les outils qui étaient déjà utilisés par l'équipe. Donc à base d'Ansible. Donc Ansible, c'est un outil qui permet de scripter plein d'opérations d'administration et de déploiement. Et par-dessus ça, on a Ansible Tower, c'est un front en fait, une interface web sur laquelle on peut déclencher des playbooks Ansible, enfin des scripts Ansible du coup. Et on s'est servi de ça pour faire à la fois du provisioning et du déploiement. Donc Ansible, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil donc un outil de scripting sur lequel on décrit toutes les tâches d'administration qu'on veut faire. C'est vraiment descriptif. Donc par exemple, là j'ai mis un exemple de si on veut créer un utilisateur Airflow, assez classique quand on veut faire un déploiement, on lui dit je veux qu'il y ait un utilisateur qui a tel nom, ici c'est une variable qui est définie ailleurs, qui a tel home, et quand on lance le script, Ansible il va s'assurer que toutes les contraintes sont vérifiées, et si ce n'est pas le cas, il fait les modifications nécessaires. Donc c'est idempotent, ça plaira à Nicolas. Et là, un autre exemple, pour installer Airflow, donc on lui dit je veux qu'il y ait tel package pip qui soit installé, et lui il s'occupe de l'installer. Il y a aussi une feature de sécurité, donc ça c'est super important. On a toujours des variables qui sont définies, des secrets, des mots de passe. Et il y a un outil qui est fourni avec, qui s'appelle Ansible Vault. Ça permet tout simplement de chiffrer les variables, de mettre les variables chiffrées dans le code, ce qui permet de ne pas committer des mots de passe dans la configuration Ansible. Et en fait, lorsqu'on lance un script, il demande le mot de passe pour déchiffrer. Donc ici, Airflow Web Server Secret Key, c'est une clé secrète qui est utilisée du coup par le web server pour chiffrer les communications. En plus de ça, on avait des tâches d'administration, donc création d'utilisateurs, création de pools, création de connexions. Donc ça, c'est des choses qui se font habituellement directement sur l'interface et des formulaires qui existent dans l'onglet d'administration. Pour pas que ça nous prenne de temps et éviter les erreurs, tout ça, on l'a scripté. Donc c'est possible de le faire avec Airflow en ligne de commande. On peut faire toutes ces opérations. Ensuite, Ansible, c'est du scripting, donc forcément, souvent ça plante. Donc pour éviter les erreurs, à la fin du provisioning, on a rajouté un sanity check. Un sanity check qui va, donc Ansible, qui est lancé avec Tower, va vérifier sur Airflow que le web server et le scheduler, qui sont les 2 démons, sont bien en train de tourner tout simplement avec system status. Et on peut avoir le statut de Airflow. Donc ça, en fait, on s'en est rendu compte parce qu'il y a des moments où on avait l'impression que tout fonctionnait parce qu'on allait on avait provisionné, on allait sur l'interface, on voyait le serveur. Et en fait, par exemple, le scheduler était dedans, mais ça, on ne le voit pas directement. Et lors du déploiement, on a fait un peu la même chose.
lorsqu'on déploie des nouveaux DAG, à la fin de chaque déploiement, on a un DAG de health check avec une seule tâche. Donc le but, c'est de se connecter au edge node et de lancer une commande echo. Et à la fin de chaque déploiement, en fait, on peut déclencher automatiquement ce DAG. Donc là, j'ai mis un peu le code, c'est assez simple. Hein, on impose le DAG, on le trigger et après on va regarder le statut de la tâche et on voit que s'il est bien en success. On attend un petit temps, je vais l'enlever, tant que le DAG tourne. Et c'est pareil, ça c'est pour éviter un des problèmes qu'on a eu une fois, c'est on a déployé le code, tout le déploiement se passe bien, on va sur l'interface, on a bien le serveur, et en fait derrière il y a la connexion qui fonctionnait plus avec le edge node, et le premier DAG qui a tourné, ça avait planté. Donc ça nous évite ce genre de problème. Donc comme j'ai dit au début, nous, l'outil Airflow est un cas un peu particulier, c'est qu'il n'est pas à destination de l'équipe Data Engineering, mais vraiment à destination de l'équipe support. Donc une chose qu'on avait peur, c'était que ce soit difficile à utiliser et pas intuitif pour l'équipe support. Donc dès la première semaine, et toutes les semaines, on a fait des tests utilisateurs pour voir s'ils arrivaient bien à appréhender l'outil. Et dès le début, la plupart des feedbacks qu'on a eu, c'était sur l'interface Airflow, malheureusement, sur laquelle on n'a pas trop la main, et c'était pas sur les workflows. Bon, heureusement, avec Airflow, on peut utiliser des plugins qui nous permettent d'améliorer l'UX. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec des plugins? On peut éditer le menu, on peut créer des nouvelles pages à l'intérieur d'Airflow. On peut aussi partager des hooks, des opérateurs et des exécuteurs. Donc ça, j'ai pas trop compris l'intérêt, mais en tout cas, on peut modifier l'UX. Alors, je vais montrer deux exemples de ce qu'on on a fait. C'est exemple assez simple, mais ça avait pas mal de valeur. Donc la première chose, c'était de mettre le nom de l'environnement sur lequel tournait Airflow. Donc j'expliquais, on avait 12 Airflow qui tournaient, et en fait pour l'équipe support, c'était aussi très compliqué de savoir quelle page web elle était en train de regarder, parce que les URL n'étaient pas parlantes, on ne pouvait pas modifier le nom de la page. Et donc nous simplement, on a créé un petit plugin. Donc voilà, là c'est vraiment le code, on ne peut pas faire plus simple, parce qu'il suffit de créer un plugin qui hérite de Airflow plugin et rajouter un lien dans le menu. C'est un lien bidon, mais nous c'était juste pour rajouter le nom de l'environnement. J'ai découvert aussi récemment qu'on peut aussi changer la couleur de la barre de menu aussi, c'est d'être pratique. C'est le genre de petites choses en fait qui font gagner pas mal de temps. Et on peut faire des choses un peu plus compliquées avec le plugin. En fait, le web server Airflow, derrière c'est du Flask, et en fait avec les plugins on peut créer des nouvelles vues Flask avec un système de template aussi pour passer des variables. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on code ça en Python, on a accès au DAG-bag. Donc le DAG-bag, c'est l'objet Python de Airflow qui contient tous les DAG, les tâches et toutes les propriétés. Et donc là, on peut faire ce que l'on veut avec. Nous, on a un des retours qu'on avait eu sur justement des retours utilisateurs, c'était que la visualisation des DAG était pas très claire sur l'interface principale. En particulier quand on avait des DAG des tâches qui déclenchaient d'autres DAG, on ne voyait pas très bien le lien entre les deux. Donc on a refait rapidement une petite visualisation pour afficher les informations qu'on voulait. Donc là, ça c'est la visualisation Airflow de base. Nous, ce qu'on a fait, c'est par exemple rajouter une flèche qui va du DAG de retrigger vers les tâches qui sont redéclenchées. On voit vraiment que du coup on a une boucle, ce qui est plus parlant pour des gens qui voient pas, qui voient que ça. On a rajouté des petites pop-ins comme ça qui permettent d'afficher des descriptions des tâches pour que ça soit aussi plus parlant. Et enfin, on peut accéder, comme on a accès à chaque tâche avec des SSH opérateurs, on peut accéder à la commande qui est lancée, la commande bash qui est lancée par l'opérateur, et on peut l'afficher dessus. Ça avait beaucoup de valeur pour l'équipe support, parce qu'elle comprenait vraiment s'il y avait les bons arguments étaient passés sur la tâche. Voilà, ça c'est pas forcément très joli, mais en tout cas c'est pratique. Voilà, et pour finir, donc il y a des choses qu'on n'a pas réussi à résoudre, un peu des pain points je trouve sur Airflow. Toujours au niveau de l'UX, je pense que j'ai entendu plusieurs fois ce retour, mais nous aussi on l'a vécu, c'est que très rapidement on a beaucoup de DAG qui arrivent, et dans la liste principale des DAG, ça devient vite le bazar. On aimerait bien les regrouper par similitude, et on n'a pas trouvé comment faire. Ensuite, on trouve que la date d'exécution d'un DAG, elle est un peu particulière. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, c'est en fait, ça déclenche, si le DAG se déclenche, la date d'exécution, c'est pas au moment où il s'est déclenché, mais c'est au moment où il s'est déclenché moins l'intervalle de schedule intervalle. Bon, j'ai réussi à comprendre la logique derrière, c'est assez bien expliqué sur la doc.
Mais expliquer ça à d'autres gens, c'est un peu perturbant et au début, ils ne comprennent pas à quoi correspond cette date. Et il n'y a pas de support pour les fuseaux horaires. Et en fait, c'est bête, mais du coup, c'est un peu perturbant de voir un DAG qu'on schedule à 5 heures du matin et en fait, c'est marqué 4 et on ne sait pas pourquoi. Et, voilà, il y a ça. Et au niveau de la sécurité, une chose qui nous a un peu manqué, c'était de pouvoir gérer les rôles utilisateurs de manière assez précise. On aurait bien aimé avoir un rôle de lecture. Avant, il y avait un rôle d'admin et un rôle d'utilisateur. Alors ça, j'ai suivi vraiment de loin les dernières news de Airflow, mais je crois que maintenant c'est possible sur les dernières versions, mais à confirmer. Et voilà, c'est tout. On peut passer un micro pour les questions. Qui a des questions? Est-ce que tu peux expliquer le trigger DAG, pourquoi tu utilises ça dans ton flow? Pourquoi on utilise un retrigger DAG? Ouais. Du coup, on a notre chat principal de LT, donc on aurait pu par exemple la scheduler tous les jours. Nous, on voulait que tous les fichiers qui arrivent en fait chez nous soient traités le plus rapidement possible. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que notre pipeline ELT, on voulait qu'il tourne en boucle. Et donc à la fin du transform, on relance l'extract. Voilà. C'est pour que ça tourne en boucle. Merci. Tout à l'heure, tu avais dit que c'était des nodes standalone. Donc c'est en local Airflow executor. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc c'est pourquoi vous avez une seule tâche qui tourne et vous devrez la relancer, c'est ça ou c'est autre chose? Je vais compris la question. Le reload, parce que le principe des DAG, c'est de ne pas retourner vers l'arrière. Donc c'est ça la définition de la DAG. Oui, d'accord. Ouais. Alors nous, la particularité qu'en fait, c'est pas important si tu lances un... Enfin, tu peux lancer le DAG sur les... Il traite pas des données précises, il traite vraiment toutes les données qui arrivent. Ça va pas traiter par exemple les données d'un jour précis en fait. Donc on peut le lancer en continu sur les fichiers. On n'a pas cette définition qu'un DAG d'un jour va traiter les données d'un jour de... Et c'est une installation sur un seul serveur avec une base externe, avec Pour Airflow un broker, ouais. Du coup, Airflow, on a un seul Airflow, on a une base de données qui est externe, qui nous permet d'avoir plusieurs, je sais pas si c'est plusieurs workers, mais en tout cas, on n'a pas d'une architecture accélérée, quoi. C'est vraiment une architecture simple de Airflow, mais il y a une base de données externe qui nous permet d'avoir plusieurs DAG en même temps, en fait, qui tournent en parallèle. Merci tout d'abord. Comment vous gérez le déploiement des artefacts Airflow, tout ce qui est senseur, opérateur, et également de la conf nécessaire des fois pour le bon fonctionnement de ces opérateurs-là? Alors, la conf de Airflow, elle est gérée avec le provisioning. Ensuite, pour le déploiement, donc tout ce qui est DAG, plugin, toutes ces parties du code, ça, c'est envoyé, c'est zippé et envoyé on a un gestionnaire de package qui ensuite, Ansible Tower va les récupérer et mettre les zips sur le serveur Airflow. Et pour la conf, c'était quoi la question sur la conf? C'était par rapport aux environnements, c'est ça? Des fois, certains opérateurs nécessitent une conf bien spécifique, c'est-à-dire font appel à un package Python qui fait appel à une variable d'environnement, qui fait appel qui check un fichier existant sur la machine ou pas. Donc, alors, je ne sais pas si j'ai la réponse à toutes ces questions, mais au niveau du déploiement, en fait, on utilise Setup Tools, donc on peut définir des dépendances, des dépendances Python qui vont être installées lors du déploiement. Après, pour la configuration qui va dépendre de l'environnement, ça, ce qu'on fait, c'est lors du provisioning, on met des variables d'environnement sur le serveur. Donc après, le code, en fait, il sait, par exemple, il va lire des variables d'environnement qui vont permettre d'avoir, par exemple, l'URL de la connexion vers la base de données. Ça, c'est des variables d'environnement qui sont définies sur le serveur. Et du coup, vous gérez comment la montée de version des artefacts? Vous écrasez à chaque fois pour chaque déploiement ou Ouais, c'est écrasé à chaque fois. Ouais. Non. Oui. Faire le son. Oui, c'est vrai, c'est ça.
Moi, je connais pas du tout Airflow. Et j'ai vu Pardon. qu'il y avait du bash à un certain moment. J'en déduis que Airflow propose pas du tout de librairie Python pour faire le déploiement, donc. Pour faire quoi? Je sais pas, j'ai vu un moment du code bash. Ouais. Airflow deploy, je crois, Airflow, des trucs comme ça. C'est quoi les commandes qui sont exécutées? Ah, les commandes qui sont exécutées par Airflow? Non, par le script bash. Ah, hop, attends, je vais revenir sur celui-là, ici. Par exemple. Alors ça c'est lors du déploiement en fait. C'est notre donc Ansible qui s'occupe du déploiement. Et ce qu'on lui dit c'est d'exécuter. En fait c'est une tâche Ansible qui est d'exécuter du bash pour vérifier. Mais du coup ça tombe pas sur Airflow puisque c'est hop. En fait ça c'est. Ouais, comme tu parlais d'avoir un environnement unifié Python, je me disais, quitte à avoir un langage de script, pourquoi pas utiliser Python au lieu de bash? Ah, bah, la raison c'était que il y avait la ligne, il y avait enfin, Airflow en bash, tu peux. Le CLI. Ouais, le CLI, c'est des pratiques à utiliser. Donc, ouais, on a pu écrire en Python. D'autres questions? Tout au fond, voilà. Merci. Moi, j'ai une petite question, c'est que là, le health check, tu le fais après le déploiement. Ouais. Mais est-ce que tu as quelque chose qui vérifie de façon continue l'état de ton scheduler? Non. D'accord. C'est vrai que le dernier meet-up, c'était notre review, vous avez parlé de ça, quelque chose qui vérifiait que tout le temps il y avait bien une tâche qui était déclenchée. Ça avait l'air peu pratique. Nous, on l'a pas mis en place. On n'a pas rencontré le problème en fait jusqu'à maintenant d'un scheduler qui tombe. Mais en effet, je pense que c'est une bonne pratique. Ouais. Ok, donc c'est vraiment quelque chose one shot. Ouais, nous, en fait, on l'a fait le moment où on a rencontré le problème qui était qu'un déploiement avait foiré. Et je pense que c'est un peu plus compliqué si tu veux le mettre en place, quelque chose de périodique qui va vérifier que tu as toujours un DAG qui tourne ou qui va relancer un DAG. D'accord, ok, merci. Bon, je vais me rapprocher après tout à l'heure pour. Ouais, je pense qu'il aura des bons tips. Merci. Merci. J'ai une petite question. Vous avez dit que Airflow ne gère pas la time zone, mais vous, quand vous avez géré typiquement, par exemple, les jobs que vous voulez lancer à minuit, Bah, ça dépend si tu veux les lancer à minuit dans ton fuseau horaire ou en UTC. En tout cas, il faut bien le mettre en UTC. Et généralement, toi, quand tu réfléchis, on discute avec des gens du métier, ils nous disent bah, moi, je veux se lancer à 6h du mat. Et en fait, pour eux, c'est évident que c'est à 6h du mat, heure de Paris. Et donc, c'est à toi c'est à nous de le mettre en UTC. Mais voilà. Ouais, mais ce qui m'intrigue, c'est surtout les passages de l'heure d'été. Bah, du coup, oui, du coup, si tu mets en tout en UTC, c'est bon. Mais en effet, nous, on va avoir un problème. Si on a un passage en heure d'été, ça sera plus correct. Mais c'est un vrai problème. Merci. J'ai une question par rapport au fait que vous avez écrit des petits plugins sur l'interface et tout. Ouais. Je me suis pas baladé dans le code à ce niveau-là de Airflow. C'était facile à étendre, à tweaker. Ouais, c'est pour ça que j'avais mis des exemples de code pour vous voyez que c'était vraiment simple. Parce qu'en fait, ça c'est un plugin, c'est vraiment. Là, il y a vraiment tout, en fait, c'est entier. Tu mets ça dans le dossier, ce code Python, tu mets .py dans le dossier plugin et c'est bon, c'est automatique. Ah, bon, là, c'est assez basique, mais si vous partez sur des trucs, genre par exemple complètement personnaliser l'affichage des tasks, ce genre de choses, vous êtes allé plus loin en fait. Ma question, c'est ça en fait. Bah, je pense pas que tu puisses. Justement, nous, on n'arrivait pas à modifier facilement. On n'a pas vu de façon facile de modifier l'interface Airflow. La seule chose qu'on a fait, c'est du coup de créer une nouvelle page. Donc, on a un nouvel onglet qui affiche une nouvelle page. Quoi. Ok, vous n'êtes pas parti sur en étant, on redéfinit le code existant. Non, mais ça, je pense pas que tu puisses le faire à partir des plugins. Ok. Parce que là, tu es obligé de forker. Ouais, ma question c'était si le code était vraiment modulaire et pensé pour être étendu. Non, là, ce qu'ils disent, c'est tu peux rajouter des menus et créer des nouvelles pages à toi. J'avais pas vu cette slide. Ok. Et pour le coup, la page que vous avez rajoutée là, c'est quel type de templating que je vois un render workflow. Ouais, c'est du template. Jinja. Ouais, c'est du template Jinja. Après, je pense que tu peux faire dedans, tu peux appeler tes librairies JavaScript finalement et ton CSS. Donc, si tu veux faire un truc plus complexe, tu peux même mettre du React, tu peux faire ce que tu veux, quoi. Mais nous, on a essayé d'être le plus rapide possible et on a tout fait en HTML. Enfin, ça c'est assez simple. On utilise une librairie qui fait ça, qui met des éléments. Tu leur finis juste les notes, quoi. D'autres questions? Bon, on va passer à la suite alors. Merci.
guess I'll let you set up while I introduce you. Donc on va avoir Qubole qui vient de faire la présentation. Ils viennent de Londres, donc ça va être en anglais. Mais je vais juste leur laisser brancher leur MacBook et puis c'est... It should detect it automatically. Let me have a look. HDMI. It should be automatic. No, it does not. Wrong. Yes, I think. Yeah. So I'll leave you to it. Sorry, American. Many people speak English? Yeah? Okay. All right. Thank you for having us. Very much appreciated. So we're going to talk to you about how we use Airflow at Qubole, but then also show you how we provide Airflow as a service within the Qubole platform. Has anybody heard of Qubole before? Huh, all right, that's pretty good. Okay, so I'm Tom Mack. I have been with Qubole for 5 years now. And I recently moved to London, well, recently 2 years ago, to open up Qubole's European operations as we continue to go and grow. Qubole was started in 2011 by the guys that created the Apache Hive project while they were at Facebook. They built out the big data infrastructure and a self-service analytics platform there. And they took those lessons and they built Qubole on top of it. So we'll provide a little bit of context on what Qubole is, and then dive into the actual product and show some of the capabilities. So, as Hugo mentioned, that's what little I did understand. Airflow is everywhere. So you do see the growth from GitHub and the number of folks that are starting to use it. We've seen significant growth in the platform just recently, really, in 2018 and 2019. We started offering Airflow as a service in 2016, late 2016. That is. Okay, excuse me. So Qubole, we provide big data as a service across, we just went live with Google in April, but we've been on AWS for a while. So we started off with Apache Hive first back in 2012. Then we added Presto as a service in 2014. And in 2015, January of 2015, we added Spark. And then we signed up Lyft as a client in the States, Uber equivalent, but in America. And they started introducing us to Airflow. So we co-developed the Qubole Airflow operator, and then started using it internally for some of our requirements, and then decided to offer it as a service to help clients onboard into Airflow. So we provide, for the data scientists, notebooks as a service. We have SQL Workbench for analysts, and then many REST APIs for data engineers, as well as the admins to automate the management of Qubole and submission of queries and jobs into the environment. So we do run the Qubole tier here, and then clients provide IAM roles to be able to instantiate EC2 images, as well as access for those EC2 images back to their object store. We connect now with Glue or a custom Hive Metastore, and then have integrations into things like Vertica, Redshift, Snowflake, because we understand that we're going to be a participant in a big data architecture, not everything. So I mentioned the user interface, the REST APIs, SDKs on top of it, and then ODBC and JDBC drivers for things like Tableau, Looker, and Qlik, SAS as well, okay? So this just shows, this is one of kind of a medium-sized cluster, but it's 380 nodes at peak. This is an ad hoc cluster for one of our clients in London. They have about a couple of hundred users. They use Hive as their analytic engine. And you just see that the light blue are spot instances.
The aggressive downscaling algorithms you see cause the peaks and valleys, the spikes, based on workload. So this is a weekend here. And the whole point is that we're trying to reduce our clients' EC2 spend, but provide a bunch of productivity tools for the different personas that we support. Okay? All right. So Airflow at Qubole. So we, there's about 700,000 commands per day that are executed through the Qubole API. And we run on our customers' behalf around 3,000 clusters per day. So that creates about 15 GB of data per day that we process. So then the first thing we did was create our own data lake because we wanted insight into how customers are using the products and where we can improve the overall experience for our clients, but just understand usage as it goes. So we built our own data lake, and for internal reporting, so our customer success team uses it, I can use it, the solution architect product team uses it, engineering uses it, just to get insight back into how our clients are using our product. Then we created, internally it's called AIR, Alerts, Insights, and Recommendations. Because we're taking the metadata from all those queries and commands, as well as the clusters, we're using that as a feedback mechanism back to our clients so that they can understand, what are the hot tables, who's submitting good queries, who's submitting bad ones. We recently open sourced another Spark profiling tool to help optimizations in Spark to improve performance, but we also are trying to provide as much data on how our clients are using the product so they can improve the overall usage of it and ultimately just a quality experience with the product. That turned into, that's more on the, and then there's the Qubole Cost Explorer, which is in beta, so I'll provide a little more context there as well. So AIR is all around the user insights. Who's using it? How are they using it? From a user's perspective, how much impact is a user having on the EC2 spend itself, or applications may be having on the EC2 spend as part of those clusters. The data aspect of it, again, I mentioned table insights, recommendations around how you might want to partition data, or if people are using raw CSVs, can they use Parquet, transform that to improve performance there too. So as much, again, insight that we can provide back to our clients so they can improve, because Amazon has EMR, Google has Dataproc. We have to make sure that we make it a much better experience and a much more cost-effective way for our clients to even sign up to it. Because if you have that custom Metastore or you have Glue, you can use Qubole today, but stop using it tomorrow. So it's kind of have to earn it every day. So this is Cost Explorer. Again, we're just rolling it out with some of our clients that have been asking it for a while too. So it did get prioritized in the roadmap back in 2018. So again, more of an accounting function. Who's using it? How are they using it? How well are they doing with it? Being able to create chargeback models, because some of our clients have six or seven divisions, and in those divisions they have a data science team, analyst team, engineering teams. So they want to understand really granular access at that, so they can do chargebacks if it's managed centrally. And then ROI calculation, that's one of the things that we have to prove out. So we, each year, it's usually an annual subscription. You can do Elastic too, but we get into the negotiation with procurement as to why Qubole. So this just provides a feedback mechanism to their management team as to the value that we're providing as well. And then doing things like budgets and planning so that you can see those trends and understand if you add more users, if you add more workloads, what's the impact going to be on your cloud consumption spend. Make sense? Okay. So as a result of us having used it internally, we've done a couple of things to it. One is the Airflow operator that we've added, and I mentioned built with Lyft, but the single-click deployment of Airflow within Qubole with the default settings make it just easy to take advantage of. There's a link actually for, as part of the DAGs, if it's running, and then it's a Qubole command that's actually being executed as part of that DAG. It's a one-click back into that actual query instance that is misbehaving, so debugging
and solving and troubleshooting errors in the actual workflow itself. If you want to add packages to it, we have a notion of environment, so you can create these Conda packages and then package that up and then deploy that onto the cluster itself. We added RBAC controls using the Airflow RBAC features, but then tying that in with the Kubel piece. And then Prometheus and Grafana built into the clusters itself too, so monitoring and management. And so what we're going to show you today is the automation of the DAGs using the Kubel user interface, as well as the notion of zero downtime upgrades, so that you don't have to change your anything in the orchestration. You just change it at the Kubel level, and then you're able to upgrade, as an example, Spark seamlessly as new versions come out. Okay? So that's all the slides. Any questions before we get into the actual demo itself? Nope. Okay, hi. My name is Russell. I'm a solution architect at Kubel, been there for a year and a half. Small team in London, but we're covering the whole of Europe at the moment. So we've got a quick example here, where it's nearly dinner time. So we'll rush through as quick as we can. I'll try and do as much as I can, but I might need a volunteer, as I can't hold the mic and talk and type at the same time. So yeah, you'll do. Okay. So what we see here is the Kubel web interface. So everything we do within Kubel is accessible through an API, and the web page is an API-based web page which allows you to do everything. So if we click on the home, we can go to clusters. Okay. Now, this is the page where we can create and manage the clusters. If you want to click on New, okay, this is where you can create the clusters. So the clusters are all recipe driven. So you can choose the type there. Currently we support Hive, Spark, Presto, Airflow, StreamX, which is going to be changed into Quest as we go forward, which is our streaming solution. So if you want to click on Airflow, I can show you how easy it is to set up, as Tom mentioned before. So if you click on Next, because we bring up clusters quite frequently and bring them down again to save costs for customers, the IP address range changes. So we create labels for clusters, and we access the clusters based on the label. Therefore, you don't need to know the IP address for the cluster. You'll go through against label. And there's another benefit later, which I'll show you, well, you'll show us later, which is you can just drag a label to a new cluster, and that cluster will take over the work from any queries going against that label. So if you'd like to give it a label, okay. Okay, there are several things there. There's not much you can change for Airflow. If you look at Spark or Presto or Hive, there's more settings because you can actually decide the minimum number of nodes and the maximum. For Airflow at the moment, it's a single node, but you can choose the node type so you can have as much memory and processing power as you want. The Python version, so default's 2.7, but you can go to 3.5. And the data store, if you want to have an external data store as well. So that's fine. You can have a custom bootstrap as well, so you can actually install additional packages within it as you wish. So you click Next. Okay, and then you can click over here to create. And that has now created you a recipe file for a Airflow, but it doesn't actually start it.
To start it, you click on here, and that starts it, and it's working. And there you go. You've now created an Airflow cluster. But what's in the Airflow cluster? So this one's running, so if you click on the resources, you can open up the Airflow web server, Celery, Rabbit, so forth. Everything is installed, configured, set up and running immediately. So you can go into it, you can start looking around it, and you can, if you go down to the bottom, I've got a DAG that's executed. And you can click on here. You find one that succeeds. Okay, click on the DAG, and then you'll be able to have options on each task. So if we look at the Twitter ND, we've got a new option there, which is go to QDS, Kubel Data Service, and that will show you the task that's being executed. So as Tom said earlier, you can actually go through from a DAG, and you can see the execution, and you'll be able to see the full logs of the execution within there as well. Okay. So what this allows you to do is it allows you to run against a DAG against a Kubel node, whether it's a Hive command, a shell command, or a notebook. If you go back to the cluster, sorry, to Airflow, yeah. Okay. So everything here is fairly similar. If you want to look at the code, you can see in here we've actually created our own operators. So there's a Kubel operator in there, and we've got things in here such as a task ID for the display, what type of command it is. This is the ID of the node that gets created in Kubel with a name, and you're allowed to use multiple different connections if you want to. So this tells it it's going to be a Kubel operator or a Spark command. It can be, as I said before, Hive, or it can be a shell command. It allows you then to very, very quickly link back to Kubel and execute the commands there. And the benefit of that is in Kubel, we will auto-scale, we'll auto-manage the clusters for you. So if the cluster's down, as soon as this command gets executed, it starts the cluster for you. And then you'll start scaling from the minimum nodes up to the number of nodes required for the workload automatically. Then it'll downscale, and if there's no executions within an hour or half hour, which you can configure, it will turn off the node for you. So it can save a lot of money. So what's something else we've done? If you go back to the cluster menu, if we click the number over there, that's the cluster ID number. We've got a new option down here called DAG Explorer. So this allows you to upload your DAGs to Airflow. So it uploads it to a server, which we have, and then it will automatically upload it to the Airflow cluster. So if we want to change this down here, this is my DAG there. It also allows you to edit it. So if we go down to the bottom, okay, if we can uncomment out this level here. If you just uncomment it, I'm afraid there's a lot of editing. Okay. It's very repetitive. Okay. So this is adding a new DAG, and if you go down to the very bottom of the line, just come. Okay. So this is creating. So the idea of this workflow is I have an ingestion for a Twitter search. That Twitter search downloads data and it puts it into a Parquet file. And the Parquet file is then in a table definition, a Hive cataloged table. So that table is now created in one place, but it's accessible through Spark, Hive, Presto, any of the engines which we execute across it. So it then takes it and it will then produce 3 different workloads, one for each tag. So you can then start doing some analysis on it, or sentiment analysis, or whatever you want to do on that data. And then it will produce the
once they've completed, you'll run a dashboard. So if we click on Save That. Okay, so that's now gone through. So if you go back to DAG, refresh, I'll go back to the DAG menu on now. Okay, and then you can look at the code and you'll see that it has code at the top. There you go. You'll see that these lines are now uncommented, just as you've done in the DAG Explorer. So that allows a really, really quick and easy way for you to manage your DAGs and update things. So what we've done, we tried to integrate end-to-end. So you can use Airflow to manage your workflows, but you can then debug by clicking to go back to the execution that happened on the Kubel Hadoop clusters. If we look at the clusters again, yeah, if you just go to the normal asset, yep. The idea of the labels is it should make it very, very easy to change a cluster. So here, we've currently got a label of Spark, and if you remember on the DAGs, we referenced the cluster Spark. That's the cluster it's going to execute on. So if we go to these three dots here, and if we clone it, okay, next, give it a new label. So this is, for example, if you have a new Spark version, so you may be working on 2.2, you want to do some testing on 2.4, and then when you're ready, how do you migrate to 2.4? Well, normally you have to stage a shutdown, you have to restart the clusters with the right version of Spark for it to take off. Okay, if we just click clone, we just created a new cluster, and we can start it as soon as it's up there. So if you click Start here. Okay, so you've now defined a brand new cluster with the settings that you wanted, and it is now starting up. So yeah, it takes a couple of minutes to create a new cluster. The startup of it is, you can see here in the resources, if you click the down arrow again, you can see the start logs and you can see what's happening in the background. So everything is transparent. We try to make everything as visible as possible to the end user. So you can see here we're now trying to create a number of nodes, and we now, once we've been granted the nodes, we will then wait for the normal AWS checks on those nodes, and then we will then join them together into a cluster back into Kubel. All this is completely automated. You haven't had to do anything else, have you? So as soon as that's up, it will take round about, for the first time, between 3 and 5 minutes. If you're trying to spool up an EMR cluster, it takes between 12 and 15. So we're a lot quicker than using EMR. We're also cheaper, which the salesman don't like to tell you. But if you go back to the normal clusters, yeah. So to upgrade, if we consider this one here, and we say, okay, this one was, say, a 2.2 Spark, yeah? We then want to move the workload. We want to actually upgrade it to the 2.4, which is the one we've just created. As soon as that's up and running, it is as simple as clicking on that label and drag it to a new cluster. The queries which are running against the existing cluster will bleed off. They'll gradually run out. So that if they're executing already, they'll continue to execute until complete. Any new query which comes in will go against the new cluster with that label. So you've now had a zero downtime upgrade of a cluster. And as soon as you can see here, so if you click on the resources here, you'll see one of the options is the resource manager. This is the Spark resource manager. So you can then check that all your jobs have finished on that cluster. So there's one running at the moment, which is a Zeppelin.
So this is used for the notebooks. There will always be a long-running Zeppelin task if you're running notebooks. But you'll be able to see then that there's nothing running really, is there? It's just an ongoing process for managing your Zeppelin. So that one there is now safe to close down. And when the new one's up, you'll be able to change the Spark label, and then your workflow and your workload from your users will go through completely seamless. Okay, we do have time. So, are there any questions? Okay, if you want to do the same for the Airflow, you can clone the Airflow cluster, but you will have to stop the original Airflow and start on new. Okay, but what about the database? You should share the same database, right? Yes, it'll be the same database. Oh, no magic, yeah. On the website. Not yet, no. It's one of the things that our engineers are working on, because we're trying to build a high availability. So you'll be able to have multiple nodes, and then you'll be able to switch between it. But to do that, we have to work out how to manage log shipping in real time, and it's a bit of work. But probably by the end of the year, we'll have had it. But it's sometimes high on their list. Okay, another question. Is there a way to link the DAGs repository to an external Git, for example? Because we see a browser here, but I do not know where are the DAGs in the GUI. Where are they coming from? They are coming from the default distribution of Airflows. But if I want to link it to a GitHub project, for example. There is. I can't show it today because it's just about to be released. There is a way of doing that. They can be linked into Git. At the moment, the DAGs by default will be on an area which we manage. Kibble will manage for you on your behalf. So it's part of the solution we're offering. Okay. Thank you. Any other questions? Good. Do you have anything else you want to? Okay, Maybe the drag and so drop? Go ahead and do it. Try dragging the Spark So Spark label. on the first one. Yep. And there you go. You've just done a migration. Congratulations. Nice. I guess the QCUs that were on the old cluster will start decreasing. And QCU is one of the units for the return investment which we do. It's how we charge for our services. Okay. So we charge so much per QCU. So it's a similar model to EMR, HDI, where there's a per usage fee on top. Okay. Thank you very much. Okay.